La Troisième République, 1871-1940. Adolphe Thiers, chef du pouvoir exécutif, devient le premier président de la Troisième République le 31 août 1871. En septembre, lors de l'élection législative, les royalistes sont majoritaires mais profondément divisés entre eux, soutenant deux prétendants au trône différents. En 1873, c'est finalement le maréchal MacMahon, royaliste, qui devient président jusqu'en 1879. La constitution de la Troisième République n'est adoptée qu'en 1875. Parmi les progrès sociaux de la Troisième République, on peut citer l'école publique, obligatoire, gratuite et laïque par Jules Ferry en 1881. Le droit de grève a été institué en 1864 suite à une importante grève dans un bassin minier. En 1884, la loi Waldeck-Rousseau autorise la création de syndicats. Les travailleurs s'organisent en coopératives ouvrières comme la CGT qui est créée en 1895. L'exposition universelle, 1889. Vitrine des innovations technologiques, la France organise l'exposition universelle de 1889 à Paris. Elle célèbre le centenaire de la Révolution française et veut mettre en avant les progrès sociaux liés à la modernisation. L'exposition universelle vise aussi à valoriser l'empire colonial de la France. Le bois de Vincennes est aménagé pour reconstituer le cadre naturel des peuples colonisés en exhibant un zoo humain. Parmi les cerceaux présents, il y a Charles Garnier, architecte de l'Opéra de Paris, qui présente une histoire de l'habitation humaine. Léon Bollée présente une de ses inventions révolutionnaires, une calculatrice mécanique de 3000 pièces, dite à multiplication directe. Cette dernière reçoit un premier prix. Enfin, Steven Sauvestre de la Ferté-Bernard est l'architecte supervisant la construction de la célèbre Tour Eiffel, construite pour cette occasion. Il en modifie un peu l'esthétique en ajoutant une campanile au sommet. Sa taille exceptionnelle et sa silhouette en font une emblème de la ville de Paris, qui décidera de la conserver. En 86, Gustave Eiffel crée la structure métallique de la Statue de la Liberté, offerte par la France aux États-Unis pour célébrer la centenaire de la déclaration d'indépendance américaine. L'architecte de ce projet est Eugène Viollet-le-Duc. La notion de restauration du patrimoine apparaît aussi pour la première fois en France avec les travaux de l'architecte Eugène Viollet-le-Duc. Il réalise des restaurations comme celle de la cité médiévale de Carcassonne ou encore la flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Deux Sartoises se sont illustrées dans les projets sociaux. Marie-Pape Carpentier, pédagogue et féministe, elle combat la misère et devient la pionnière de l'enseignement préélémentaire en France. Et Hélène Berthaud, qui milite en faveur de l'ouverture de l'enseignement artistique aux femmes en créant l'Union des femmes peintres et sculpteurs en 1881. L'atelier Malicot est construit à Sablé-sur-Sarthe en 1899. Il est utilisé jusqu'en 1930 en tant qu'atelier photographique. L'atelier photographique était utilisé pour permettre de prendre des photos sur des supports en verre difficilement transportables. La famille Bollée. Une grande dynastie d'inventeurs manceaux marque cette période. Ernest Sylvain Bollée, à l'origine fondeur de cloches, invente en 1872 l'éolienne Bollée pour le pompage de l'eau. Son fils et ses deux petits-fils font partie des pionniers de la construction automobile. Parmi leurs principales inventions, on peut citer l'Obéissante, premier véhicule routier à vapeur en 1873, la Mancelle automobile à vapeur conçue en 1878 et la Mail Coach, diligence à vapeur en 1885. Amédée Bollée, fils, devient l'un des pionniers de la course automobile en participant à de grandes courses et en améliorant l'aérodynamisme de ses véhicules. Les progrès scientifiques de cette époque inspirent les romans d'aventure de Jules Verne. On relève dans sa vision de l'avenir une certaine confiance dans la dynamique du progrès. Les critiques disaient de lui qu'il cherchait à écrire le roman de la science en remplaçant le merveilleux des contes et faits par celui de l'humanité savante. H.G. Wells écrit La machine à explorer le temps en 1895. Il développe un point de vue plus critique sur l'avenir et les risques des technologies dont l'usage pourrait se retourner contre l'humanité, en particulier par leur utilisation militaire. Je ne sais ce que vous pensez de nous, mais nous ne sommes pas fous, vous savez. Nous sommes des hommes sensés, des hommes d'affaires. Non, écoutez, Georges, la question que je veux vous poser est la suivante. Même si vous aviez inventé une machine à explorer le temps, et alors ? De quelle utilité serait-elle? Qui voudrait l'acheter et combien serait-on disposé à payer pour l'avoir? Oui, Georges, avez-vous pensé aux possibilités commerciales? Non, je n'y ai pas pensé.
Non, Georges, nous sommes en guerre en Afrique du Sud, vous le savez. L'ennemi menace toutes nos positions. Il est évident que le pays a besoin d'hommes de science comme vous. Je pourrais vous mettre en rapport avec le ministère de la Guerre.